Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait lentement sur Madison Avenue, comme si le ciel lui-même hésitait à troubler l'ordre parfait de Manhattan. Les passants pressaient le pas, costumes sombres, manteaux élégants, téléphones collés à l'oreille. Au milieu de ce flot discipliné se dressait la façade imposante de la First Union Bank, temple de verre et d'acier où l'argent parlait plus fort que les mots, et où les apparences faisaient souvent loi. À l'intérieur, l'air était frais, presque clinique. Le sol de marbre blanc brillait sous les lumières artificielles. Derrière les guichets, des employés impeccablement coiffés souriaient mécaniquement, formés à reconnaître les clients, importants, avant même qu'ils ne parlent. La porte tourna doucement. Une jeune fille entra. Elle s'appelait Alyssa Johnson. Elle avait 17 ans, la peau noire profonde, les cheveux soigneusement tressés et rassemblés en un chignon discret. Elle portait un manteau simple, un peu usé, trop fin pour la saison. Dans sa main droite, elle tenait une enveloppe blanche qu'elle serrait comme un trésor fragile. Son cœur battait vite. Trop vite. Alyssa n'était pas venue pour demander un prêt. Ni pour supplier. Ni pour mendier. Elle était venue encaisser un chèque. Un chèque parfaitement légal, d'un montant qui aurait fait pâlir plus d'un client de la banque, 75 000 $. Une bourse privée, attribuée pour un programme d'excellence internationale. 3 lettres en haut à gauche en témoignaient, Harrington Global Foundation. Pour Alyssa, ce chèque représentait bien plus que de l'argent. C'était la promesse d'un avenir. Une porte ouverte vers Stanford, où elle avait été acceptée quelques semaines plus tôt. La preuve que les nuits passées à étudier, les sacrifices silencieux, les regards méprisants parfois, n'avaient pas été vains. Elle inspira profondément et s'approcha du guichet. La conseillère, Linda Parker, leva les yeux, puis les baissa presque aussitôt vers le manteau d'Alyssa, ses chaussures simples, sans s'accuser. Son sourire se crispa. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton poli, mais froid. Alyssa tendit l'enveloppe avec précaution. « Oui, madame. Je viens encaisser ce chèque. » Linda jeta un coup d'œil rapide au montant. Ses sourcils se haussèrent malgré elle. Elle cliqua sur son clavier, hésita, puis se leva. Un instant. Les minutes passèrent. Alyssa sentit les regards. Certains curieux. D'autres suspicieux. Un homme en costume passa derrière elle et fronça les sourcils, comme si sa simple présence dérangeait l'équilibre du lieu. Puis un homme apparut. Grand. Cheveux poivre et sel. Costume 3 pièces impeccable. Regard dur, habitué à décider qui mérite quoi. C'était Richard Whitmore, le directeur de la First Union Bank. Il prit le chèque entre deux doigts, comme on saisit un objet sale. Il observa Alyssa de haut en bas, lentement, sans se presser. « Ce chèque est faux », déclara-t-il enfin, sans même vérifier dans le système. Alyssa sentit son estomac se nouer. « Pardon, monsieur ?» murmura-t-elle. « Il vient de la Harrington Global Foundation. »« J'ai les documents. »« Écoutez, » coupa Whitmore sèchement, « des jeunes comme vous entrent ici tous les jours avec des histoires inventées. Vous pensez vraiment qu'on va croire qu'on vous donne 75 000 $? » Sa voix portait. Trop. La banque entière sembla s'être figée. Alyssa sentit la chaleur monter à son visage. Elle ouvrit son sac, sortit les lettres officielles, ses relevés, son acceptation universitaire. « Ma mère m'a dit de venir ici. Tout est en règle. » À ces mots, Whitmore eut un rire bref, méprisant. « Votre mère ?» répéta-t-il. « Et elle fait quoi, votre mère ?» Un silence lourd s'installa. Alyssa hésita une fraction de seconde. « Elle est PDG », répondit-elle simplement. Le rire de Whitmore éclata, cette fois franc, presque moqueur. « PDG ?» Il secoua la tête, puis, sous les yeux médusés des employés et des clients, il déchira le chèque en deux. Lentement. Délibérément. Le bruit du papier qui se déchire résonna comme une gifle. « Sortez d'ici », ordonna-t-il. « Et ne revenez pas avec ce genre de plaisanterie. » Alyssa resta figée. Les morceaux du chèque tombèrent au sol. Personne ne parla.
Personne n'intervint. Alyssa se pencha, ramassa les papiers déchirés avec des mains tremblantes. Elle ne pleura pas. Pas ici. Pas devant eux. Elle se redressa, fixa le directeur droit dans les yeux. Vous avez fait une erreur, dit-elle d'une voix basse, mais ferme. Whitmore haussa les épaules. On verra bien. Alyssa tourna les talons et quitta la banque sous la pluie battante. À cet instant précis, Richard Whitmore ignorait encore une chose. Dans quelques heures, le téléphone de son bureau sonnerait. Et à l'autre bout du fil se trouverait Evelyn Johnson, PDG de Harrington Global Corporation. Femme d'affaires redoutée, respectée. Et mère d'Alyssa. Et ce jour-là, ce ne serait plus le chèque qui serait déchiré. Mais sa carrière. La pluie s'était transformée en averse lorsqu'Alyssa Johnson franchit les portes vitrées de la First Union Bank. Les battants se refermèrent derrière elle dans un souffle feutré, comme si l'institution venait d'effacer son existence. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente, alors que quelque chose venait de se briser en elle. Elle marcha sans savoir où aller. Les morceaux du chèque déchiré reposaient dans son sac, pliés avec soin, comme un objet sacré profané. Chaque pas faisait remonter l'écho du papier qu'on déchire, du rire méprisant de Richard Whitmore, des regards lourds des clients silencieux. Alyssa s'arrêta enfin sous l'auvent d'un café fermé. Elle posa son front contre la vitre froide et ferma les yeux. Elle n'avait jamais eu honte de qui elle était. Ni de sa peau. Ni de sa famille. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle avait senti le poids d'un jugement qui ne regardait ni son travail, ni ses mérites, seulement son apparence. Son téléphone vibra. Maman. Elle hésita avant de répondre. Alyssa? Tu es à la banque? Demanda la voix calme et posée d'Evelyn Johnson. Alyssa inspira profondément. J'y étais, répondit-elle doucement. Un silence. Un silence que sa mère connaissait trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alyssa raconta tout. Sans exagérer. Sans colère apparente. Les mots sortaient lentement, presque mécaniquement, le guichet, le directeur, l'accusation de fraude, le rire, puis le chèque déchiré. De l'autre côté du fil, Evelyn ne dit rien. Mais Alyssa savait reconnaître ce silence-là. Ce n'était pas de la surprise. C'était de la maîtrise. Tu es en sécurité? Demanda enfin sa mère. Oui. Rentre à la maison. Alyssa raccrocha. Ses jambes tremblaient encore, mais une étrange sensation commençait à remplacer la honte, une certitude sourde. Ce n'était pas fini. Au même moment, à quelques étages au-dessus du hall immaculé, Richard Whitmore se tenait devant la baie vitrée de son bureau. Il ajusta sa cravate, satisfait. Pour lui, l'incident était clos. Une tentative de fraude de plus. Rien d'inhabituel. Certaines personnes ne connaissent pas leur place, marmonna-t-il en regardant la rue en contrebas. Son assistante, Karen Mitchell, frappa doucement à la porte. Monsieur Whitmore, hésita-t-elle. La jeune fille, elle avait des documents officiels. Et la Harrington Global Foundation est un vrai partenaire de la banque. Whitmore se tourna brusquement vers elle. Vous remettez mon jugement en question? Karen baissa les yeux. Non, monsieur. Je dis juste que. Assez. Sa voix claqua comme un couperet. Je ne veux plus entendre parler de ça. Karen sortit, le visage tendu. Mais une inquiétude subtile s'était glissée dans son esprit. Whitmore l'ignora. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Harrington Global Corporation n'était pas seulement un partenaire parmi d'autres. C'était le plus gros client institutionnel de la banque. Des milliards sous gestion. Des contrats renouvelés depuis 10 ans. Et Evelyn Johnson, sa PDG, n'était pas une femme à qui l'on manquait de respect sans conséquence. En début de soirée, Evelyn se tenait debout dans son salon, face aux baies vitrées qui dominaient la ville. Elle tenait dans sa main les morceaux du chèque que sa fille lui avait rapportés. Elle les observa longuement, sans émotion visible. Puis elle les posa sur la table. Elle prit son téléphone. Fouilla dans ses contacts. S'arrêta sur un nom. Richard Whitmore. Elle n'appela pas. Pas encore. Evelyn préférait toujours laisser les gens croire qu'ils étaient en sécurité.
juste avant que la vérité ne les rattrape. Et cette nuit-là, pendant que Richard Whitmore dormait paisiblement, convaincu d'avoir fait son travail, une décision venait d'être prise. Une décision qui allait faire trembler les murs de la First Union Bank. Le lendemain matin, Evelyn Johnson arriva au siège de Harrington Global Corporation plus tôt que d'habitude. Le soleil n'avait pas encore percé entre les gratte-ciel, et pourtant l'étage exécutif était déjà baigné d'une lumière froide, presque solennelle. Evelyn avançait d'un pas sûr, son tailleur sombre impeccablement ajusté, le visage fermé, mais parfaitement maîtrisé. Ceux qui la connaissaient savaient reconnaître les signes. Quand Evelyn parlait peu, les conséquences étaient toujours grandes. « Bonjour, Madame Johnson », salua Mark Reynolds, directeur financier, en se levant précipitamment. « Bonjour, Mark. J'aurais besoin du dossier complet sur la First Union Bank. Tous les contrats. Tous les flux. Tous les engagements. » Sa voix était calme. Trop calme. Mark cligna des yeux. « Un problème ? » ?»« Disons, un incident, » répondit-elle simplement. Il n'insista pas. À plusieurs kilomètres de là, Richard Whitmore entrait dans son bureau, café à la main, l'esprit tranquille. Les écrans s'allumaient, les chiffres défilaient. Tout semblait normal. Puis son téléphone interne sonna. « Monsieur Whitmore, » dit la voix nerveuse de Karen, « nous avons reçu une demande urgente de Harrington Global Corporation. » Whitmore fronça les sourcils. « Urgente comment ? » « Ils veulent un audit immédiat de tous les comptes qu'ils détiennent chez nous. » Et, elle hésita, « Ils demandent une réunion aujourd'hui. » Le café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Aujourd'hui ? » répéta-t-il. « Oui, monsieur. À 14 heures. Avec la PDG. » Un léger froid lui parcourut l'échine. « Très bien, » répondit-il, cherchant à masquer son trouble. « Organisez ça. » Il raccrocha lentement. Pour la première fois depuis longtemps, Richard Whitmore ressentit quelque chose qu'il n'aimait pas. L'incertitude. À midi, Evelyn déjeunait avec Alyssa dans un petit restaurant discret, loin des regards. Alyssa observait sa mère avec admiration silencieuse. Malgré la colère qu'elle devinait, Evelyn ne laissait rien paraître. « Maman, » murmura Alyssa, « je ne voulais pas que ça devienne quelque chose d'énorme. » Evelyn posa sa main sur celle de sa fille. « Ce n'est pas toi qui l'as rendu énorme, » dit-elle doucement. « C'est lui qui a décidé que ton respect ne valait rien. » Alyssa baissa les yeux. « Il m'a regardé comme si je mentais juste parce que je suis noire. » Evelyn inspira profondément. « Et c'est exactement pour ça que nous allons répondre. Pas avec des cris. Pas avec des insultes. Mais avec la vérité et les faits. » À 14 heures précises, Evelyn Johnson entra dans la salle de conférence de la First Union Bank. Les murs de verre laissaient voir la ville en contrebas. Les cadres supérieurs se levèrent presque tous en même temps. Richard Whitmore, déjà assis, se redressa brusquement. Leurs regards se croisèrent. Evelyn ne sourit pas. « Monsieur Whitmore, » dit-elle en prenant place, « merci d'avoir accepté cette réunion si rapidement. »« Madame Johnson, » répondit-il, « c'est toujours un plaisir de recevoir une cliente aussi importante. » Le mot resta suspendu. Evelyn sortit alors un dossier épais de son sac et le posa sur la table. « Hier, » commença-t-elle, « ma fille est entrée dans votre banque avec un chèque émis par l'une de mes fondations. » Le visage de Whitmore se figea imperceptiblement. Elle en est sortie humiliée. Accusée de fraude. Et son chèque a été déchiré par l'un de vos employés. Un silence de plomb tomba sur la salle. « Je crois comprendre, » poursuivit Evelyn en levant enfin les yeux vers lui, « que cet employé, c'était vous. » Pour la première fois depuis des années, Richard Whitmore ne trouva pas immédiatement quoi répondre. Et dans ce silence, il comprit une chose essentielle. La jeune fille noire de la veille n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. Le silence qui suivit la révélation d'Evelyn Johnson était si dense qu'on aurait pu l'entendre tomber. Autour de la table de conférence, les cadres de la First Union Bank échangeaient des regards furtifs. Certains connaissaient déjà la réputation d'Evelyn, une femme méthodique, implacable, qui ne parlait jamais à la légère. Richard Whitmore, lui, sentit sa gorge se serrer.
Madame Johnson, commença-t-il, forçant un sourire crispé. Il y a eu manifestement un malentendu. Nous faisons face chaque jour à des tentatives de fraude, et... Un malentendu ne se déchire pas, l'interrompit Evelyne d'une voix calme, mais tranchante. Un préjugé, si. Elle ouvrit le dossier devant elle. Des graphiques, des chiffres, des contrats signés sur plusieurs années apparurent. Harrington Global détient ici plus de 3 milliards de dollars en actifs, poursuivit-elle. Nous représentons 18% de votre portefeuille institutionnel. Un murmure parcourut la salle. Whitmore pâlit légèrement. Mais ce n'est pas pour l'argent que je suis ici, ajouta Evelyne. C'est pour le principe. Elle sortit de son sac un petit sachet transparent. À l'intérieur, les morceaux soigneusement reconstitués du chèque déchiré. Voici ce que vous avez jugé indigne d'exister. Whitmore évita son regard. Ma fille a travaillé toute sa vie pour obtenir ce chèque. Elle n'a rien demandé de plus que ce qui lui était dû. Il tenta de reprendre le contrôle. Si cet incident a causé un quelconque tort, la banque est prête à présenter des excuses officielles. Les excuses ne réparent pas l'humiliation, coupa Evelyne. Ni le racisme déguisé en prudence. Le mot tomba lourdement. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit. Thomas Keller, membre du conseil d'administration, entra précipitamment, le téléphone encore à la main. Richard, dit-il sans préambule, nous avons un problème. Il posa son regard sur Evelyne, puis sur le dossier. Harrington Global vient d'annoncer la suspension immédiate de tous ses flux financiers vers la First Union Bank. La salle explosa en murmures. Whitmore se leva brusquement. Vous ne pouvez pas faire ça. Lâcha-t-il, perdant son calme. C'est un abus de pouvoir. Evelyne se leva à son tour. Lentement. Ce qui est un abus, dit-elle, c'est de croire qu'on peut humilier une jeune fille noire sans conséquence. Elle s'approcha de la baie vitrée, regardant la ville en contrebas. Vous avez déchiré un chèque, conclut-elle. Aujourd'hui, vous déchirez la confiance. Dans l'après-midi, la nouvelle circula en interne. Les écrans affichaient des alertes rouges. Les actionnaires appelaient. Les médias commençaient à s'intéresser à la suspension soudaine des partenariats. Dans son bureau, Richard Whitmore s'assit lourdement dans son fauteuil. Ses mains tremblaient légèrement. Pour la première fois, il revoyait le visage d'Alyssa, non plus comme une inconnue, mais comme le symbole d'une erreur irréparable. Son téléphone vibra. Un message du conseil d'administration. Réunion d'urgence. Votre présence est requise immédiatement. Whitmore ferma les yeux. Il comprenait enfin ce qu'il avait brisé. Pas seulement un chèque, mais sa propre certitude d'être intouchable. Et pendant ce temps, dans le calme de sa chambre, Alyssa Johnson étudiait. Elle avait repris ses livres, comme si de rien n'était. Elle ne savait pas encore que, dehors, le monde qu'on lui avait refusé commençait déjà à changer en son nom. La salle du conseil d'administration était plongée dans une tension presque irréelle. Les visages étaient graves, les voix basses. Richard Whitmore se tenait au bout de la table, droit, mais vidé. Les mêmes hommes et femmes qui, la veille encore, saluaient son autorité sans la discuter, l'observaient désormais comme un problème à résoudre. Thomas Keller prit la parole. Les faits sont clairs. Un comportement discriminatoire. Une atteinte grave à l'image de la banque. Et des pertes financières immédiates. Whitmore voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Le conseil a voté, poursuivit Keller. À l'unanimité. Un silence. Puis la phrase tomba. Vous êtes relevé de vos fonctions, avec effet immédiat. Richard Whitmore ferma les yeux. Pas de colère. Pas de protestation. Seulement un poids immense qui s'abattait sur lui. Toute une carrière réduite à un instant de mépris. Le même jour, à la First Union Bank, le hall brillait comme toujours. Mais l'atmosphère avait changé. Les employés chuchotaient, les regards étaient plus prudents. Alyssa Johnson entra de nouveau dans la banque. Cette fois, elle ne portait pas le manteau usé. Elle était accompagnée de sa mère. Evelyne Johnson avançait à ses côtés, élégante, assurée. Les conversations s'arrêtèrent net.
La nouvelle directrice intérimaire, Suzanne Miller, s'approcha aussitôt. Mademoiselle Johnson, dit-elle avec respect, nous tenions à vous présenter nos excuses officielles. Elle tendit une enveloppe. À l'intérieur, un nouveau chèque, intact. Et une lettre d'excuse signée du conseil d'administration. Alyssa prit l'enveloppe. Elle ne sourit pas immédiatement. Elle releva la tête. Je ne voulais pas d'excuses, dit-elle calmement. Je voulais être traitée comme n'importe qui. Suzanne hocha la tête, émue. Vous aviez raison. Plus tard, mère et fille sortirent de la banque. Le soleil perçait enfin entre les nuages. Tu as été courageuse, dit Evelyne. Alyssa secoua la tête. Non. J'ai juste refusé de me taire. Evelyne sourit. Quelques semaines plus tard, Alyssa reçut une lettre de Stanford University confirmant son inscription définitive. La bourse était validée. Son avenir, ouvert. Quant à Richard Whitmore, son nom disparut progressivement des cercles financiers. Non par vengeance, mais par conséquence. Car certaines erreurs ne s'effacent pas. Elles enseignent. Un chèque peut être déchiré. Une réputation aussi. Mais la dignité, lorsqu'elle est portée avec calme et vérité, ne se froisse jamais. Et ce jour-là, une jeune fille noire avait rappelé au monde qu'elle valait bien plus que les préjugés qu'on lui opposait.